Écoute-moi, Les psychiatres n'ont jamais testé les médicaments. regarde-moi, avant de me dire que tu sais comment me soigner. Comment soigner quelqu'un dans un lieu qui lui fait peur? C'est un comportement inquiétant et pas une carrière politique. Tu ne devrais pas boire ce litre d'eau de javel pure, c'est une mauvaise idée. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast pour le futur, le podcast qui détricote les évidences. Aujourd'hui, on va détricoter la psychiatrie avec Ali. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bonjour. Tout d'abord, je pense que je suis une personne concernée, donc c'est l'une des premières choses. En général, je le dis après le fait de dire que je suis aussi en thèse sur les questions de la psychiatrie et que je fais du coup une thèse plus précisément sur la toxicomanie, mais où je retrace un peu l'histoire de la psychiatrie. Et cette thèse, elle vient effectivement après plus de 10 ans de psychiatrisation. Et à côté de ça, je suis aussi adhérent d'un groupe d'entraide mutuelle avec d'autres personnes psychiatrisées. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Ok, très bien. Merci d'être venu discuter de ça avec nous. Donc généralement, dans notre podcast, on essaye de le faire un petit peu progressivement, la discussion. On va commencer par une partie où on pose un peu le contexte, on va expliquer certains termes pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et puis aussi qu'on se comprenne et qu'on soit bien d'accord là-dessus. Du coup, on va commencer par une question. Ça paraît être une grosse question, mais l'idée, c'est vraiment juste de savoir un peu de quoi on va parler, le champ d'un petit peu de la discussion d'aujourd'hui. Et du coup, j'ai envie de te demander, pour commencer, c'est quoi la psychiatrie et est-ce qu'on fait ça comme ça depuis longtemps ? Pour faire court, on va dire que la question de la folie, oui, on peut la remonter à l'Antiquité. Je veux dire, déjà chez Hippocrate, donc chez les Grecs, il y avait la question de la mélancolie, de l'hystérie, des questions comme ça qui ont traversé toute l'histoire. Après, la psychiatrie en tant que branche de la médecine, elle apparaît au début du XVIIIe siècle en France, avec Pinel, libérateur de la psychiatrie, qui en fait a juste distingué les fous des autres personnes enfermées dans les hôpitaux généraux. Après, à la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a la psychanalyse qui arrive, donc Freud, voilà, et qui a quand même une grande emprise. Il y a un peu un changement de paradigme et un élargissement extrême du nombre de personnes concernées. Et finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la psychiatrie avec des diagnostics très précis, fondés par une association américaine qui a fondé du coup le manuel de diagnostic, et plus scientifique, et voilà, et qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ok, merci pour ce résumé. Donc finalement, la psychiatrie telle qu'on la connaît, c'est assez récent apparemment. Ah oui, je pense que vraiment, en tout cas avant le début du XXe siècle, et même depuis les années 50, les diagnostics ont tellement changé que c'est extrêmement récent. Ok. Et donc le manuel de diagnostic, là, c'est le DSM, c'est ça dont on parle souvent C'est ça. Ouais. Ok. Nous, quand on a réfléchi au sujet de la psychiatrie, on a spontanément utilisé le terme trouble psy. Est-ce que tu trouves ça approprié comme terme ? Est-ce que ça pose un problème ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a un autre terme plus approprié pour parler de ça ? Alors non, moi je pense que aujourd'hui c'est quand même le terme le plus courant. Donc en soi, il est pas trop stigmatisant. En plus, il n'y a pas directement l'idée que c'est des maladies au sens des maladies physiques. Après, le terme trouble, pour le coup, dans la nosologie psychiatrique, il est venu remplacer celui de réaction, qui renvoyait à l'idée psychanalytique que c'était une réaction à un trauma et donc de névrose. Et donc, c'est un terme qui a été un peu employé de manière très floue. En anglais, c'est disorder, donc juste, on ne sait pas exactement ce que c'est juste que c'est pas tout à fait fonctionnel. Donc, je trouve que c'est un terme qui reflète bien l'idée qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Mais voilà, non, ça me va plutôt bien comme terme. Ok. Du coup, ça me paraît important qu'on essaye de donner un petit peu des exemples pour qu'on puisse un peu se représenter ce qu'il y a derrière. Ouais, carrément. Alors, j'ai regardé hier un peu le DSM. Et alors, c'est assez marrant parce que, on va dire qu'il y a, je crois, 13 ou 14 grandes catégories. Donc, il va y avoir les troubles bipolaires, schizophrènes, les troubles des conduites addictives,
les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles alimentaires, et va y avoir la grande catégorie assez fameuse des troubles de la personnalité, dans laquelle on retrouve les troubles de la personnalité paranoïaque, les troubles de la personnalité schizoïde, qui en fait est une sorte de redite des troubles, mais en version trouble de la personnalité. Et je pense que c'est la catégorie qui pose la plus question dans le DSM. Ok. Du coup, dans les troubles de la personnalité, c'est par exemple le trouble narcissique, psychopathique, ou je crois qu'on dit plus ça, borderline, etc. C'est exactement ça, ouais. Il y a le trouble histrionique et borderline, paranoïaque, enfin voilà. Ok. Donc dans tout ce que tu cites, là, il y a des choses qui sont vraiment différentes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont liées plutôt à l'humeur et à leurs variations, etc. Il y a des choses où c'est peut-être tout ce qui est... Quand on dit psychotique, par exemple, c'est qu'il y a des épisodes où il y a un flou entre la réalité et la perception, c'est ça C'est ça, ouais. Donc les troubles psychotiques, ça va être des troubles où on va considérer qu'il y a des épisodes où la personne va avoir des épisodes délirants, donc soit paranoïaques, soit où juste des hallucinations, et voilà, ce qu'on va appeler des épisodes de décompensation. Et effectivement, c'est très différent d'avoir des troubles de l'humeur ou... Après, c'est très différent des troubles de la personnalité. Pour avoir discuté avec un ami qui a connu des épisodes, finalement, cette question des voix qu'on peut entendre dans des épisodes de délire, c'est pas très différent des voix qu'on peut entendre, par exemple, quand on est en dépression, quand on a de l'addiction. C'est-à-dire qu'on entend aussi des voix qui ont des injonctions. La différence, c'est qu'on les identifie comme les nôtres, mais c'est une différence qui finalement n'est pas si énorme que ça. Ah oui, c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que tu fais référence, par exemple, quand on a une addiction ou une dépression, on peut avoir une voix interne qui nous dit « Ah, t'es nul, tu sers à rien », qui invite à la culpabilité ou qui fait un peu de la tentation par rapport à une addiction, etc. Et en fait, là, on sait que c'est une voix interne et ça peut quand même causer des problèmes et être désagréable, etc. Mais oui, en fait, c'est juste... C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi aussi, sur le moment, j'ai réalisé à quel point, finalement, cette idée de oui, on reconnaît cette voix comme étant issue de notre psychisme, mais c'est aussi une voix qui, finalement, nous dit des choses qui ne sont pas en cohérence avec ce que l'on pense nous-mêmes. Oui. Donc, c'est... Voilà. Ok. Donc, quand on a discuté de l'épisode en amont, on a évoqué la neurodiversité ou neuroatypie, donc tout ce qui est autisme, TDAH, troubles des apprentissages comme la dyslexie, etc. Et en gros, on a décidé qu'on n'allait pas traiter vraiment de ça aujourd'hui parce que c'est un gros morceau et que tu disais que même s'il y avait des choses qui se recoupaient dans la façon dont ça peut être traité parfois, c'est quand même tout un historique différent et toute une problématique différente. Donc on va dans ce qu'on projette sur les personnes concernées, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est effectivement important de le mentionner, c'est-à-dire que c'est des sujets qui donc se recoupent parce qu'il y a la présence d'un psychiatre qui d'ailleurs peut poser question. Est-ce que c'est une bonne manière de les rejoindre? Mais la souffrance vient pas forcément exactement du même endroit. Et voilà. Ok, très bien. J'ai encore quelques petites questions de clarification avant qu'on se lance dans le cœur du sujet. Toujours sur les mots utilisés, on a l'impression que c'est plutôt des collectifs militants, des mouvements militants. On a entendu parler du terme FOL avec l'écriture inclusive, donc FOL et puis LE, qui a l'air d'être un terme réapproprié, comme ça arrive souvent. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça représente, cette réappropriation? Enfin, juste pour l'anecdote, c'est très drôle. La première fois que j'ai donné cours, j'ai parlé effectivement des personnes folles. Et un de mes étudiants m'a repris en disant qu'on parlait de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et effectivement, c'est un terme qu'on n'utilise que si on est concerné. Et donc, voilà. C'est un peu compliqué. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi les termes de survivant de la psychiatrie, survivante de la psychiatrie, qui est un terme qu'on retrouve beaucoup et qui dit beaucoup du rapport à l'institution. Ok.
Mais du coup, j'ai l'impression dans cette réappropriation, est-ce qu'il n'y a pas une manière de revendiquer quelque chose? Ce qui est très marrant, c'est que ça scinde au cœur même de la communauté des personnes psychiatrisées, celles qui vont voir leurs troubles comme faisant partie d'elles-mêmes et donc quelque chose qu'elles revendiquent, et celles qui en fait ne le revendiquent pas parce que ça fait juste souffrance et voilà. Et je pense que les deux sont complètement entendables. Et du coup, on va commencer à poser aussi des termes par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire de qu'est-ce que c'est le mouvement anti-psychiatrie, sachant que là, on va juste parler de l'idée générale et on va en reparler tout à l'heure en détail de tout ce que ça propose et ce que ça critique aussi, mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est le mouvement anti-psychiatrie? Alors, en quelques mots, déjà, c'est vrai que c'est un terme, quand on l'emploie, moi, tout le monde a tendance à me répondre que mais la psychiatrie, c'est quand même important. D'abord, c'est quelque chose qui a été théorisé par des psychiatres. C'est-à-dire, alors, c'est un pêle-mêle de plein de théories différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'homogénéité, et je crois qu'il y a un des psychiatres qui s'est revendiqué de l'antipsychiatrie. Mais c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a émergé dans les années 60 globalement, à la fois en Italie, en France, en Angleterre, mais complètement décorrélés, je veux dire, ils se sont pas... Et c'est donc des psychiatres et des philosophes qui ont critiqué l'institution, son mode de fonctionnement, son caractère normalisateur, mais qui étaient toujours dans une logique de il y a des personnes à soigner, juste on le fait mal. Et ensuite, il y a une autre branche qui est assez différente, qui est celle dont on entend moins parler, des survivantes de la psychiatrie, qui était plutôt dans une logique abolitionniste de il faut abolir la psychiatrie. Et disons que dans les années 60, c'était vraiment la première branche qui a fait beaucoup de bruit, qui a changé quelque chose, bon, pas donné trop d'effets, mais dans l'idée. Et aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième branche dont on entend parler avec les Mad Pride et tout ça. Ok, merci. Avant de passer à la partie d'après, on va écouter la chronique de Sacha. Regardez-moi. Je suis fou. Je le réclame, j'en ai le droit. Suis-je le plus fou si, par mes yeux tourmentés, je vois un monde malade dans lequel le fou, c'est toujours l'autre? Suis-je le fou si je sais que je suis fou? Chapelier maudit et dans un monde onirique, post-apocalyptique en chute libre, sommes-nous vraiment les fous? L'antipsychiatrie, ce n'est pas dire non aux médecins et aux cachetons. C'est réclamer un droit à l'extravagance, à la bizarrerie, à la fameuse hystérie. C'est dire à ce fameux toubib avec son stylo prescripteur « Écoute-moi, regarde-moi, avant de me dire que tu sais comment me soigner. » J'ai un ami qui a écrit une chanson qui s'appelle « Docteur » et qui dit « Docteur, docteur, il pleut dans ma tête. » Mon ami, il s'appelle Abensen, il fait de la super musique, allez l'écouter. Mais j'espère qu'il a pu dire ça à son médecin. Moi, j'ai pas pu. Souvent, on pense que nous, sales wokistes, gauchos, on veut tout casser. Alors oui, d'accord. Mais pour tout reconstruire, promis. Faire un monde avec nos différences, nos bariolés, nos peintures colorées, nos idéaux, nos cris, nos larmes, passant. Avec tous nos trop. Mais jamais de pas assez. Je veux qu'on revendique nos statuts sans qu'ils soient définissants, que nous soyons fous, d'accord, mais aux côtés de tous les autres folles. Pas dans ce schmilblick essentialisant. On ne vous dit pas que nous ne sommes pas fous, mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas plus fous que celles qui alimentent un système qui les rejette. Je retourne faire un tour chez les fous. Je vous jure, la vue y est moins mensongère. Merci. Merci Sacha. Maintenant, on va essayer de mieux comprendre les personnes concernées, essayer de questionner un peu nos stéréotypes et nos biais par rapport à tout ça. Comment on traite aujourd'hui, là, actuellement, dans la société, les personnes concernées, donc les personnes qui ont un trouble psy? Alors, je pense qu'il y a deux écueils aujourd'hui dans la manière dont on pense les personnes concernées par la psychiatrie, enfin de ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a encore la tendance que je peux voir chez certaines personnes à penser que les gens psychiatrisés ou atteints de troubles psychiques sont dangereux. Alors, pas tous, dans le sens où c'est les personnes atteintes de schizophrénie
qui sont encore extrêmement stigmatisés. J'avais été très marquée il y a quelques mois en écoutant la radio où il y avait eu un homicide et la personne qui avait commis l'homicide était présentée comme musulman et schizophrène. Le choix des adjectifs m'avait juste complètement choquée, parce que je pense qu'on aurait pu dire plein d'autres choses de cette personne, mais c'est bien qu'on montre qu'il y a encore une stigmatisation très présente et une association de l'idée de schizophrénie et d'islam avec la dangerosité, ce qui est très faux. Donc voilà, donc je pense que d'un côté, il y a encore ces stéréotypes qui persistent dans l'idée que ces personnes seraient dangereuses, pas fiables, enfin voilà, ou juste tellement inaccessibles, différentes. Et l'autre côté qui est peut-être plus présent et un peu plus pernicieux, c'est avec justement l'extension de la psychiatrie, c'est une sorte de minimisation, c'est-à-dire de dire oui, enfin ça va, tout le monde est en dépression ou tout le monde est addict et du coup cette banalisation est à mon avis à peu près tout aussi dangereuse parce qu'elle mène du coup à l'idée que les personnes qui souffrent, oui bah tout le monde souffre un peu et je sais que il y a comme ça un épisode d'Oprah Winfrey, de son show aux États-Unis, où c'était sur la question de la toxicomanie et elle avait dit que elle aussi elle avait souffert de boulimie, ce qui est une forme d'addiction, mais bon qu'elle s'en était sortie et pourquoi pas ces personnes-là. Et ça c'est extrêmement violent, c'est-à-dire l'idée qu'on peut utiliser son expérience propre pour, entre guillemets, minimiser celle des autres ou leur dire mais pourquoi toi tu n'arrives pas à sortir de la dépression alors que moi j'ai réussi. Voilà. Je pense que c'est les deux comportements un peu néfastes qu'on peut retrouver dans la société actuelle. Tu as parlé de schizophrénie et je pense que c'est peut-être nécessaire de rappeler déjà que y a un peu une idée reçue par rapport à ça, que c'est pas du tout une personnalité multiple ou un trouble dissociatif de l'identité, ça c'est quelque chose à part. Et j'ai l'impression que dans l'art, dans la culture, on voit ça, et dans le vocabulaire, j'entends encore souvent ça. Et du coup, peut-être que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est rapidement. Je trouve ça difficile de décrire ça rapidement. Oui, alors c'est vraiment je pense que c'est le trouble qui a le moins d'homogénéité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de définition, et c'est pour ça que oui, c'est pas du tout un trouble dissociatif de l'identité, c'est pas des personnes qui ont qui changent comme ça de personnalité, c'est en général des personnes qui vont avoir des épisodes qu'on va appeler délirants, mais c'est tout. En fait, il y a vraiment un truc il n'y a aucune... c'est la catégorie où... alors, on va en reparler, je crois, plus tard sur la question du diagnostic, mais le diagnostic de schizophrénie est probablement l'un des moins consensuels parmi les psychiatres. Et pour connaître beaucoup de personnes qui ont été diagnostiquées par certains psychiatres schizophrènes, ils ne l'ont pas été par d'autres. Et donc, c'est vraiment un diagnostic aujourd'hui qu'on retrouve un peu moins, parce que justement il a très peu de sens et de matière, et oui, et qu'en fait une bouffée délirante ne suffit pas à diagnostiquer quelqu'un, surtout avec une étiquette aussi stigmatisante dans la société actuelle. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que les personnes concernées sont invisibilisées dans la société actuellement, et si oui, comment Alors oui et non, je pense. Non, parce qu'il y a quand même une forte médiatisation. Là, j'en parlais de la schizophrénie, qu'aujourd'hui, la santé mentale est la grande cause nationale. En fait, on a l'impression de tout le temps entendre parler de troubles psy. Et pourtant, paradoxalement, on se retrouve... Enfin, moi, je sais que je suis toujours assez impressionnée par le fait que personne n'en parle dans les milieux professionnels, même dans les cercles d'amis. C'est un sujet qui reste très tabou. Aujourd'hui, on arrive mieux à dire qu'on voit une psychologue ou un psychologue, mais la psychiatrie, l'idée d'avoir des diagnostics, c'est encore des choses qu'on n'évoque pas, surtout au travail. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont assez impressionnantes, c'est-à-dire qu'on en parle au plan national, mais au plan national, on va parler de la santé mentale, ce qui exclut d'une certaine manière les gens qui n'en font plus partie. Moi, j'avais été assez aussi choquée de découvrir que le dispositif
de séances de psy gratuites, par exemple, étaient interdites aux personnes qui souffrent de troubles psy. Ce qui est assez délirant, mais voilà, si on souffre de troubles psy, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas le public concerné. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont déjà relativement bien qui ont le droit d'avoir des psys gratuits. Ce qui est, bon, voilà. Ok. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que tu soulevais un peu un contraste là. Est-ce que ce serait pas que on parle des troubles psy, mais on parle pas des personnes qui ont des troubles psy? Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de concepts et de termes, mais qu'on s'intéresse pas aux gens, quoi. Oui, complètement en fait. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y avait Demorand qui a annoncé qu'il souffrait de bipolarité. Ça a fait un scandale. Enfin, ce qui est délirant parce que je pense qu'il y a quand même énormément de personnes en fait dans toutes les sphères qui ont des diagnostics. Et c'est vrai que ça reste extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'on en parle, mais jamais en tant que personne concernée. Et c'est pour ça que même là, en commençant, j'ai tenu à dire que j'étais d'abord une personne concernée avant de dire que je faisais une thèse, ce que je ne fais pas d'habitude. Parce que ça discrédite d'une certaine manière notre propos. J'ai l'impression que dans le féminisme ou dans les luttes décoloniales antiracistes, c'est évident que les personnes concernées prennent la parole. Sur la question psychiatrique, un peu moins, on entend toujours les psychiatres, des psychologues, mais pas les personnes concernées. Et parfois, les psychologues ou les psychiatres peuvent être concernés. Mais je veux dire, on les entend en tant que psychiatre et en tant que psychologue, ce qui est, je pense, ce qui rejoint l'idée que les personnes souffrant de troubles psychiques ne sont pas tout à fait raisonnables, ne sont pas tout à fait rationnelles, et donc leurs paroles, elles doivent être soignées, donc on peut les écouter une fois qu'elles en sont sorties, mais je pense que c'est assez faux, et effectivement il y a une invisibilisation du coup de leur voix, voilà. D'accord. Et il y a une expression qu'on entend souvent et qui est revenue un peu dans notre réflexion, c'est on parle souvent de souffrir d'un trouble psy. Est-ce que c'est forcément un souci pour les personnes concernées d'avoir ce trouble, et est-ce qu'on peut considérer qu'elles ont forcément besoin d'aide? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de souffrir d'un trouble psy? Alors oui, du coup ça rejoint vraiment l'idée que ce serait des maladies dont on souffre de la même manière. Alors d'abord, je pense que oui, de manière générale, et je pense que c'est là la grande différence peut-être avec le TDAH et l'autisme, c'est qu'il y a une souffrance inhérente aux troubles psy, c'est-à-dire que quand on entend des voix qui nous insultent, quand on est en dépression, quand on souffre vraiment. Et justement, il ne faut pas, surtout pas minimiser cette souffrance. On a besoin d'aide. Après, en revanche, ce qui est sûr, c'est que on apprend à gérer, on apprend à aller mieux, et il n'y a rien d'inévitable. Je pense qu'on souffre de au départ du trouble psy, et ensuite du regard de la société, de l'absence de prise en charge, qui renforce en fait l'isolement, qui empêche de se réinsérer, et qui fait finalement que le trouble psy devient vraiment une identité excluante, et moins juste une phase, comme tout le monde peut vivre, qui est certes douloureuse, mais comme un deuil, comme une rupture, et voilà. Ok. Pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation de ce que tu viens de dire, je vais juste préciser que par rapport à la neuroatypie, donc autisme, TDAH, ce que tu veux dire, c'est bien que la plupart de leur souffrance vient de l'environnement qui n'est pas adapté. Parce que du coup, tu parlais de souffrance réelle ou non, et du coup, c'était juste Pardon, oui, non, exactement. En fait, je parle de souffrance d'une certaine manière qui pourrait être évitée si on avait une société non validiste. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la société est clairement validiste et neurotypique, et donc il y a de la souffrance qui est créée par l'extérieur. Je pense que pour les troubles psychiatrisés, notamment, c'est souvent quasiment tout le temps causé par des traumas qui pourraient aussi être évités si la société était moins violente, mais d'une certaine manière qui font souffrance, et le trouble psy émerge en réaction à ça, et donc il y a souffrance, mais effectivement ça vient se renforcer avec du coup, et c'est là où je pense que la question de l'autisme et du TDAH rejoint celle des troubles psy, c'est qu'il y a quand même une société qui est extrêmement violente vis-à-vis des personnes qui fonctionnent différemment sur le plan psychique, et voilà, je pense qu'à cet endroit-là ça se rejoint complètement. Ok. On a dit que c'était pas approprié d'appeler ça des maladies, mais qu'il y a quand même une souffrance. Et du coup, la question qui nous vient par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut en guérir? Et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher?
si ça existe. Et parce que je me dis aussi qu'il y a, parmi tout l'éventail de troubles qu'on a cité tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des troubles de la personnalité. Donc c'est aussi un peu bizarre de se dire je vais guérir d'un trouble de la personnalité. Ça veut dire est-ce que je serai plus vraiment moi? Enfin, il y a un truc un peu bizarre par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu penses de cette notion de guérir, quoi? Ouais, je pense que c'est une question qui est extrêmement compliquée. Je vais pas vraiment y répondre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise les termes de rétablissement plutôt que guérison. Je pense que ce qui signifie plutôt arriver à un état de vie appréciable, enfin correct. Mais c'est un débat interne. Il y a des gens qui considèrent qu'on peut guérir de certains troubles psy. Il y en a qui considèrent qu'elles sont guéries, ces personnes. D'autres qui considèrent que c'est des choses qu'on garde à vie. Mais qu'on apprend à gérer, qu'on apprend à vivre avec et que donc ça va mieux. Je pense d'une certaine manière que c'est pas une fausse question, mais dans l'idée, l'objectif dans tous les cas, c'est d'apprendre à aller mieux, c'est d'arriver à aller mieux et qu'on considère que ça reste une vulnérabilité qu'on aura jusqu'à la fin de nos jours ou qu'on considère que c'est complètement fini. Dans tous les cas, c'est possible d'aller mieux, c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut parler de guérison? Justement, ça impliquerait que c'est une maladie et que ça se passe de la même manière. Donc, j'emploierai pas ce terme-là, mais c'est vrai que l'idée d'un aller mieux, il est important, surtout dans les épisodes où ça va vraiment pas, de l'avoir en tête. Mais voilà. Ok. Peut-être que l'idée, c'est plus de laisser les personnes décider comment appeler ça, quel est l'objectif aussi dans la vie, quoi. Peut-être ça me paraît assez personnel, assez individuel de décider si c'est quelque chose qu'on considère que c'est une guérison, qu'on considère qu'on a juste appris à aller mieux ou qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Enfin, je sais pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui considèrent qu'elles sont guéries, des personnes qui considèrent qu'elles sont malades à vie. Et en fait, si ça va, c'est tant mieux. Je pense que justement, vu qu'il n'y a pas des critères objectifs permettant de définir si une personne est guérie ou pas, c'est très illusoire de vouloir imposer à la personne ce qu'on pense de son état. Et donc, autant se fier en fait à ce qu'elle dit, à son ressenti. Et voilà, puisqu'il n'y a pas de contrefactuel. Donc, Oui. En plus, j'ai l'impression que, encore une fois, on en revient toujours au même problème. C'est un grand éventail de troubles différents. Et du coup, ça paraît plus... mais c'est peut-être juste une question d'imaginaire, hein, mais ça paraît... on comprend plus guérir d'une addiction, par exemple. Et même si peut-être c'est questionnable, mais on imagine une personne qui est addict à une substance et puis qui arrête d'en prendre ou qui arrive à contrôler sa prise, etc. Et que peut-être pour d'autres choses, ça paraît plus difficile qu'il y ait un on-off comme ça. Après, c'est peut-être juste une conception, mais il y a peut-être des différences. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des différences entre les troubles, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais je pense... d'ailleurs, en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y a des troubles qui sont pas encore associés à l'idée de folie telle qu'on l'imagine. Et c'est effectivement des troubles où les personnes vont se considérer... vont considérer qu'il y a une guérison possible. Et ce que j'ai pu voir en clinique ou en hôpital psy, c'est effectivement l'idée de... On n'est pas les vrais fous. Les vrais fous, c'est les personnes qui le restent à vie et qui sont... Et en fait, ce qui est assez stupéfiant, je pense que c'est que si par exemple... Alors, l'analogie est mauvaise, mais je pense quand même que c'est intéressant de se le poser comme ça. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir plusieurs cancers ou va même avoir plusieurs fois la grippe, on va pas considérer que c'est une personne qui est grippée à vie, même si elle a des tendances à l'avoir. Les personnes qui ont des épisodes délirants, en dehors de ces épisodes, c'est des personnes comme tout le monde. Et si la personne en a 2 dans sa vie, c'est-à-dire maintenir cette étiquette en disant qu'en fait elle est malade toute sa vie, c'est extrêmement violent. Après, il y a des personnes que ça rassure aussi d'avoir cette étiquette, d'avoir plutôt ce diagnostic. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est la notion de guérison. Pareil, si vous allez du côté des alcooliques anonymes, on ne guérit pas de l'alcoolisme. C'est-à-dire qu'on est abstinent à vie, ce qui est très différent. Donc voilà, c'est des trucs où ça continue à faire débat aujourd'hui. Ok. C'est vrai qu'il y a tout ça, c'est des termes qu'on pose sur une personne entière, toute sa globalité, quoi. Alors que
c'est fluctuant, quoi, tout ce genre de choses. Enfin, chez tout le monde, il y a des choses qui fluctuent en permanence et c'est vrai que ça paraît un peu fou de. Enfin, pardon. C'est marrant justement du vocabulaire. On n'a pas mis de questions là-dessus, mais parfois on en parle souvent. On pose la question de tiens, est-ce que ça projette des choses négatives d'utiliser ce terme, ça. Bon, si on a le temps, on en parlera. Mais ça paraît étrange de considérer qu'une personne qui a fait 2 épisodes dans sa vie, on a une étiquette toute sa vie. Et en même temps, c'est vrai que peut-être que ça aide la personne à se renseigner sur le sujet, à mieux se comprendre, etc. Voilà, enfin, on pourrait penser juste le terme de bah oui, je tombe malade et puis je revis mieux, ou voilà, mais sans avoir un truc de vraiment identitaire marqué dedans et voilà, je pense que personne ne s'identifie avec ces maladies physiques. Avec les troubles psy, c'est très différent, donc il y a un truc qui marque beaucoup plus. Ok, merci. Et du coup, maintenant, avant de passer à la prochaine partie, on va écouter la chronique archive que je vais faire. J'ai préparé cette chronique avec des a priori négatifs sur ce que j'allais trouver. Je m'attendais à un énorme décalage entre une émission des années 1980 et aujourd'hui. Après tout, on parle de plus en plus de santé mentale. J'ai 33 ans et quand j'étais petit, j'ai l'impression que c'était vraiment honteux d'être en dépression nerveuse comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, la moitié de mes amis sont sous antidépresseurs. J'ai été assez surpris de tomber sur cette émission télévisée de 1983. Elle donnait la parole à des personnes en dépression ou ayant été en dépression. Un des témoignages soulève une question philosophique intéressante. Dans notre société, il faut correspondre à un certain type, il faut être rentable. À partir de quand est-ce que quelqu'un est normal ou quelqu'un est anormal ? Parce que bon, si vous regardez la société bien en face de vous-même, il y a les enfants qui en sont exclus. Vous avez les femmes, qu'elles soient célibataires ou vieilles filles, comme on dit entre guillemets. Puis ensuite, vous avez les femmes divorcées. Puis vous avez les femmes veuves. Et puis vous avez les vieillards. Puis vous avez les malades mentaux. Et tout le monde est bien gentiment repoussé dans sa petite case. Et voici un extrait de la réponse du psychiatre présent sur le plateau. Chacun a ce que j'appelle, d'un terme qui n'est pas très distingué, à une fiche technique qui correspond à ce qu'il est. Tel qu'il est quand il est normal, quand il est dans son état de fonctionnalité normale. Et la dépression, c'est une dérive par rapport à ça, voyez-vous ? Le psychiatre déplace le référentiel. On passe d'une comparaison entre individus à une comparaison au cours du temps chez un individu donné. Je le comprends comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a toujours eu besoin de dormir 7 heures par nuit et qui se met à dormir 10 heures par nuit. Bon, ok, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que ça reporte juste le problème, ça ne répond pas à la question du « à partir de quand c'est pathologique ?» Parce qu'on peut aussi juste changer radicalement d'habitude de vie ou de mode de vie. Est-ce que c'est pathologique de quitter son CDI à temps plein qui n'a aucun sens pour se mettre au stand-up ? Est-ce que c'est pathologique de quitter son mari à 40 ans pour faire une coloc entre femmes ? Dans un autre extrait, de 1970, j'ai trouvé un questionnement qui a aussi émergé chez nous lorsqu'on a préparé cet épisode. Est-ce qu'on doit laisser faire en se disant ils ne peuvent pas faire autrement, ou est-ce que nous avons à intervenir ? Ça fait écho à une question dont on reparlera tout à l'heure. Sauf que dans cet extrait, le symptôme en question, c'est des problèmes homosexuels qu'il pouvait y avoir. Aïe. Cet extrait est une piqûre de rappel du fait que l'homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique en France jusqu'en 1992. Et la loi interdisant les thérapies de conversion date du 31 janvier 2022. Ce que ça nous rappelle, entre autres, c'est que la psychiatrie actuelle fabrique des normes, trace des lignes entre les gens, dessine des cases et nous met dedans. Régulièrement, dans les médias et sur les réseaux sociaux, on entend parler de tel ou tel dirigeant qui aurait un trouble psy et qui serait donc inapte à diriger. Je ne pense pas qu'avoir un trouble psy disqualifie systématiquement quelqu'un d'une position de responsabilité. Mais on pourrait considérer qu'être prêt ou prête à tout pour établir un rapport de domination sur une population, c'est un comportement inquiétant et pas une carrière politique. Parce que c'est notre projet ! Ou considérer que dire à quelqu'un « tu es à moi » ou « je ne pourrai jamais vivre sans toi » c'est un comportement inquiétant et pas une preuve d'amour. Ou encore considérer qu'envoyer ses enfants tuer des gens ou se faire tuer, c'est un comportement inquiétant et pas du courage. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Je ne dis pas que la psychiatrie devrait stigmatiser encore plus de personnes, je dis juste que, encore une fois, on nous fait croire que des choix politiques sont des lois naturelles. Est-ce que tu veux réagir sur cette chronique ?
D'abord, j'adore le travail d'archives. Je pense que c'est hyper important et on devrait en faire plus souvent. Et par rapport à la question de justement, est-ce que c'est pathologique ou pas certains comportements, j'ai trouvé très drôle en lisant des archives de découvrir que quand le DSM-3 est sorti en 1980, il y avait parmi les gens qui l'ont rédigé, il y avait un groupe de psychiatres noirs américains qui ont proposé de mettre le racisme dans les troubles psy. Alors ce n'est pas rentré, mais ça pose bien la question de finalement qu'est-ce qu'on considère comme anormal ou pathologique, et je trouvais ça assez drôle. Oui, en effet. On va revenir sur nos questions et là s'intéresser aux problèmes que soulève la psychiatrie actuelle, même si on a déjà commencé à en parler. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on a prévu de parler de la question du diagnostic, qui est un gros sujet. Globalement, est-ce que tu peux présenter un peu pour les personnes qui ont pas trop l'habitude ou qui se représentent pas très bien ce que ça peut être, sur quoi ça se base, ces diagnostics-là, pas forcément lister des symptômes, mais juste le type de caractéristiques qu'on va regarder, quoi, sur quoi on s'appuie pour faire ces diagnostics-là. Ouais, carrément. Alors, je pense effectivement que c'est un gros morceau et ça recoupe pas mal la question du pathologique ou du normal qui était dans l'archive et de la question des normes. En gros, les troubles psy, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça regroupait des choses très hétérogènes au sein même d'une catégorie. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on peut appeler des syndromes. C'est-à-dire qu'un trouble psy, c'est présenter un certain nombre de symptômes sur une liste de symptômes plus grande. Par exemple, pour l'addiction, il y a 11 symptômes, et si on en présente 3, on a un trouble modéré, 5, un trouble moyen, et plus de 7, un trouble sévère. Mais donc, on peut avoir 2 personnes qui sont diagnostiquées avec des symptomatologies qui n'ont rien à voir. Et on va avoir pareil pour tous les troubles. Ce qui est assez surprenant, ce qui veut dire que finalement, il y a des gens qui souffrent de choses très différentes qui vont avoir le même diagnostic. Et donc voilà, en fait, c'est comme ça que procèdent les diagnostics en psychiatrie. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la liste, il y a des choses qui effectivement relèvent exclusivement de ce qu'on peut appeler le normatif ou l'environnement social. Et il n'y a pas de question de biologie ou on n'a aucun marqueur biologique. Donc les symptômes, en l'occurrence, sont seulement comportementaux ou sociaux. Et il va y avoir, par exemple, avez-vous moins vu vos amis récemment? Avez-vous eu une baisse de libido? Avez-vous arrêté votre travail? Donc des choses qui, finalement, renvoient aux normes sociales. Si, par exemple, vous n'êtes pas marié ou que vous êtes asexuel ou que vous avez juste peu d'amis, en fait, vous êtes d'office diagnostiqué, et ce qui montre bien qu'il y a une attente en termes de travail, de couple, de vie sociale, qui sont extrêmement normatives et qui vont rentrer dans le domaine du pathologique, des choses qui ne devraient pas forcément y être. En fait, je pense que c'est là où la psychiatrie est une branche très à part et très critiquable de la médecine, c'est que on n'a aucune origine vérifiée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc un trouble psy, c'est juste cocher des symptômes. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que les symptômes. Et le diagnostic n'apporte rien, sinon réunir et donner une étiquette. Mais ça ne dit rien de la cause, donc c'est comme si on décidait que les blonds, les personnes blondes de plus d'1m80, en fait, on leur donnait un nom qui ne veut rien dire de plus que le fait qu'elles ont ces critères-là. C'est pour ça que moi, je pense que c'est plus intéressant de se pencher sur les symptômes dont souffrent les personnes, donc que ce soit de l'isolement, de la baisse d'appétit dont elles souffrent, que d'une étiquette diagnostique qui nous invite à penser plein de choses dont potentiellement la personne ne souffre pas du tout, parce que ce ne sont pas les critères qu'elle a cochés sur la liste. Donc ça paraît beaucoup moins objectif que des analyses biologiques ou quoi, pour une maladie qu'on pourrait dire plus physique, quoi. Oui, exactement. Et je pense que c'est d'ailleurs la chose assez drôle et qui fait croire à certaines personnes, peut-être à juste titre, j'en sais rien, mais que finalement la psychiatrie va disparaître, c'est que dès qu'on trouve une cause neurologique,
un trouble psy, le trouble devient un trouble neurologique et n'est plus un trouble psy. Donc on est là, alors, on est un peu dans un truc absurde où soit, en fait, on n'a juste pas trouvé, et finalement, il n'y a pas de trouble psy, mais seulement des troubles neurologiques. Soit, en fait, ce ne sont pas des troubles, puisqu'on ne va jamais trouver, enfin, ce ne sont pas en tout cas des maladies, puisqu'on ne va jamais trouver de cause neurologique pour ces troubles-là. Ok. Donc on pourrait presque voir ces troubles psy comme toutes les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, quoi. En fait, le pire, c'est que si on arrive à les expliquer, c'est juste toutes les souffrances ou toutes les formes d'expression de la souffrance qui paraissent disproportionnées, irrationnelles et qu'on n'arrive pas à gérer. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est assez marquant, parce que je parlais du deuil tout à l'heure, dans le DSM-3, il y avait, entre guillemets, la dépression, ça excluait la question du deuil, sauf à partir de 6 mois. Dans le DSM-4, c'était sauf à partir d'1 mois. Et dans le DSM-5, ils ont clairement dit on n'a aucune raison de les distinguer. Donc être en deuil et être en dépression, c'est la même chose. Et voilà, je veux dire, c'est assez délirant. C'est qu'on a vraiment pathologisé le fait de perdre des proches. Ce qui est... voilà. Bon, j'allais te demander, ça aussi c'est une grande question, hein, mais comment on fait actuellement la différence entre le normal et le pathologique? Mais en fait, j'ai presque plus envie de te demander, est-ce que ça a vraiment un sens de chercher une distinction entre le normal et le pathologique, et si oui, à quoi ça sert, quoi, si vraiment c'est un intérêt de faire ça, quoi. Alors, en psychiatrie, je pense que effectivement, c'est une question très très épineuse. Donc non, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Après, je pense, alors moins le normal, mais le pathologique, c'est une notion qui m'importe beaucoup et qui en fait on devrait opposer à la santé. C'est-à-dire que on peut être anormal et ne pas souffrir, et ne pas être dans le pathologique. Et alors pour ça, je m'appuie sur la définition d'un philosophe de la médecine qui s'appelle Georges Canguilhem et qui a une définition du pathologique qui, moi, m'a beaucoup parlé personnellement. C'est quand on est moins normatif. Ce qu'il entend par là, c'est qu'on est moins capable de poser des normes et donc on est restreint dans nos capacités à agir. On n'arrive plus à faire les choses comme on... c'est-à-dire qu'on se sent en incapacité à faire ce que l'on voudrait faire, à poser nos propres normes. Donc c'est un peu philosophique, mais je pense que ça pose 2 questions, notamment par rapport au trouble psy, c'est-à-dire que effectivement, quand on est au fin fond de la dépression, au fin fond d'une addiction, d'un trouble alimentaire, d'un délire, peut-être pas d'un délire, c'est un peu différent, mais en tout cas des autres troubles, c'est évident, même pour avoir des amis qui souffrent de troubles borderline et qui parfois font des actions, c'est pas ce que les personnes auraient voulu faire, il y a un sentiment de dépossession de ce qu'on voudrait faire. Après, c'est évident que dans la société contemporaine, c'est très compliqué de poser ses propres normes alors qu'il y en a déjà tellement d'imposées. Et c'est pour ça que ce que disait Sacha ou ce que disait toi, c'est-à-dire qu'à un moment, la société aussi pourrait être considérée comme pathologique si on était tout à fait logique et cohérent par rapport à ce qu'on poursuit. Et donc voilà, je pense que c'est... Alors, la société est... en tout cas, ne mène pas à la santé. Il y a un truc dans la... Et donc, le normal est pathologique, ce qui devient un peu absurde. Mais bon, voilà. Du coup, dans la définition du philosophe que tu as donnée, ce qui n'était pas intuitif pour moi quand je l'ai entendu, c'est le côté normatif, c'est ses propres normes, vraiment, quoi. C'est parce que on est en train aussi de dire que dès qu'on sort un peu de la norme, que la psychiatrie, ça peut être un outil normatif, etc. Mais là ça parle de ses propres normes, un peu comme ce que je disais dans la chronique, d'avoir son propre référentiel, et puis que quand ça tourne autour de ça, quand ça s'éloigne de ça, ça pose un problème. Mais du coup, ça change beaucoup de choses parce que c'est nous qui en gros, c'est nous qui décidons que ça va pas. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça que j'ai trouvé très beau, c'est être soi-même normatif. Et ce que peu de personnes sont dans la société, parce qu'on s'adapte aux normes en vigueur. Et être en santé, pour Georges Canguilhem, c'est être normatif. C'est-à-dire ne pas seulement s'adapter aux normes, mais être capable de poser les siennes en fonction de ce dont on a besoin. Et alors, l'autre chose qui met par rapport à la santé, c'est la capacité à... survivre ou plutôt à modifier ces normes en fonction d'événements extérieurs qui viennent nous atteindre.
Et effectivement, je pense qu'on peut le voir, c'est-à-dire quand on va déjà pas bien, quand on souffre déjà de quelque chose, les événements extérieurs qui peuvent se casser un bras ou quoi que ce soit, prennent une importance tellement énorme qu'on n'est plus capable de faire face. Je pense que c'est aussi cette incapacité à faire face. Donc, je pense qu'il y a une manière de distinguer effectivement ce qui relève d'une souffrance extrême de ce qui relève d'une souffrance qu'on va pouvoir gérer. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de barrière stricte. Et après, ça relève beaucoup du ressenti de la personne. Donc, il n'y a pas non plus d'objectivité là-dessus. Ok. J'allais te demander, est-ce qu'un diagnostic c'est neutre, mais on a déjà pas mal répondu. Hein. On voit bien qu'il y a il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Donc là, ce qu'on a dit, c'était plutôt par rapport au fait que les critères sont flous et que c'est très hétérogène. Est-ce que ça pourrait aussi être lié au fait que c'est forcément biaisé par nos normes sociales? On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu dirais ça, toi? Oui, globalement, je pense que pour la plupart des listes de symptômes, il y a vraiment des choses qui ont trait au travail, au fait d'être en couple et au fait d'avoir une vie sociale, qui sont quand même des impératifs très liés à notre vie contemporaine, à la société dans laquelle on vit. Du coup, ça me fait penser, est-ce que la seule manière d'être un minimum, pas objectif, mais d'être moins biaisé, c'est pas juste de se concentrer sur la souffrance plutôt que sur de quoi on s'éloigne, de quelle référence on s'éloigne, quoi? Oui, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant et le plus important. Et d'ailleurs, quand Guilhem disait que globalement, c'est le seul critère, c'est si la personne souffre qu'il faut intervenir. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de maladie. Je pense que c'est l'idée de la souffrance. Et je pense que c'est aussi là où alors ça pose la question de qui va voir un psychiatre. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent un diagnostic, en général, elles souffrent, sinon elles ne verraient pas un psychiatre et voilà, ne recevraient pas de diagnostic. Donc il y a quand même une objectivité dans ce sens-là, c'est-à-dire que les personnes qui ne souffrent pas, elles ne vont pas avoir de psychiatre. Alors ça peut être soit par tabou, soit parce que elles ne souffrent pas. Donc voilà, et les éléments qui vont être saisis, certains, le fait d'aller très mal, oui, mais la question c'est en quoi est-ce une maladie? Je pense que c'est pour ça que, de manière assez contre-intuitive, je suis assez anti-psychiatrie. Je vais pas nécessairement je vais souvent inviter mes amis ou les personnes que je connais à aller voir un psychologue. Parce que l'idée, c'est moins de mettre un diagnostic que de chercher, de comprendre pourquoi ça va pas et de voir ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Ok, ouais, c'est important de distinguer, ouais. Pour comprendre aussi ce qui va pas dans la psychiatrie, maintenant qu'on a vu la partie diagnostic, c'est un peu le point de départ peut-être, en tout cas pas pour les personnes, mais par rapport à la société quand on est face à ça. Comment la psychiatrie actuelle, elle prétend aider les personnes concernées. Et je dis prétend parce que quand on en a discuté en amont, tu as bien insisté sur le fait que en fait, finalement, tout l'enjeu de la psychiatrie, ça repose presque autour de la notion aider qui et à quoi. Et donc là, en gros, l'idée, c'est plus de savoir, de présenter un petit peu aux gens par quoi ça passe une fois qu'on est pris en charge, entre guillemets, par la psychiatrie. Alors, je pense que très brièvement, je peux répondre par les médicaments. Aujourd'hui, c'est quand même 90% ça. C'est-à-dire que si vous êtes en ambulatoire, la psychiatrie, aujourd'hui, les psychiatres ne font plus de psychothérapie, ou ils sont très rares. Moi, j'ai une psychanalyste, donc elle prend 1h30. Mais donc, les autres psychiatres que j'ai eus, c'est des gens qui me voyaient et on ajustait le traitement. Après, effectivement, il y a les séjours en institution, mais de nouveau, les séjours en institution, c'est 90% prendre un traitement, changer son traitement et être sûr qu'il ne va pas y avoir de débordement. Le psychiatre, on le voit 15 minutes tous les jours, juste le temps de dire bonjour et de signer une feuille de permission. Et c'est des lieux qui sont contenants, après enfermants aussi, mais en général, pour des personnes qui ont eu des idées suicidaires ou des choses comme ça, c'est pour éviter les risques en tout cas. Mais c'est plutôt ça évite un désastre, mais ça n'améliore pas.
Après, les médicaments peuvent aider, clairement. Mais en fait, ça s'arrête là. C'est entre guillemets, aujourd'hui, la psychiatrie se limite à 90% à l'administration de médicaments et de molécules. Et est-ce que tu considères que la psychiatrie, ça contribue à perpétuer des formes de domination et des violences institutionnelles? Et si oui, comment ça se passe? Par quel biais? Alors, des formes de domination, oui. Et je pense qu'en fait, la médication fait beaucoup partie parce qu'il y a cette idée que la personne arrive en détresse, surtout quand on s'y connaît pas. Moi, mes premières expériences, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on pense que c'est une personne, c'est un médecin. Donc la personne sait et va nous donner des médicaments. Ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est que les médicaments en psychiatrie, c'est vraiment... on ne sait jamais les effets qu'il va y avoir, donc c'est souvent un peu au pif. Et en fait, la médication est imposée. Souvent, on n'a pas du tout les effets... On ne connaît pas les effets indésirables. L'arrêt d'une médication, elle est souvent refusée. C'est-à-dire que, on va nous dire non. Les propos sont souvent invalidés par les psychiatres, ce que la personne va dire, parce que c'est du déni. Il va y avoir soit une minimisation, soit au contraire... surtout dans les établissements, les psychiatres considèrent qu'ils ont le savoir. Et donc, le ressenti de la personne, une fois le diagnostic posé, ne compte plus vraiment. C'est-à-dire qu'ils savent comment faire et ils vont tester plusieurs médicaments jusqu'à que ça aille mieux, selon leurs critères. Oui, donc ça reproduit clairement des formes de domination et de violence institutionnelle. Et aussi, par rapport aux normes, je pense que c'est des lieux où les psychiatres sont quand même des gens qui ont fait médecine, en général des gens assez privilégiés, des gens qui gagnent très bien leur vie. Et à ce niveau-là aussi, personnellement et dans mon entourage, il y a une forme de reproduction clairement de violence de classe, de violence sexiste, d'hétéronormativité qui revient dans « mais vous ne voulez pas renouer avec votre féminité, reprendre un travail, qui sont des choses qui sont finalement extrêmement violentes. Et quand on dit qu'on a dépathologisé la transidentité ou l'homosexualité, oui, ce ne sont plus des symptômes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être considéré comme un problème par les psychiatres qu'on va considérer. Voilà. Ok. Et tu as parlé de médication imposée. Donc là, tu parles de cas où les personnes sont en établissement, du coup, parce que chez soi, si on a une boîte de médicaments et qu'on les prend pas, quoi. Tout à fait. Oui, en même temps, c'est comme la question des hospitalisations libres. C'est en fait oui, et en même temps, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que si un soignant vous dit si vous le prenez pas, j'arrête de vous suivre. Ou en fait, il y a vraiment des chantages un peu qui fait que finalement on respecte souvent. Et c'est pas complètement libre ou consenti, c'est juste, si vous le faites pas, de toute façon, il n'y a rien à faire avec vous, ce qui est extrêmement violent. Oui, ok, finalement, ça peut aussi être imposé par le fait qu'on te propose que ça, et puis sinon, tu te débrouilles, quoi. C'est exactement ça, ouais. Okay. On s'est demandé aussi si la psychiatrie pouvait être vue comme un outil de contrôle social, et quand on t'a envoyé les questions, tu m'as dit... en fait, que ça normalisait plus que ça ne contrôlait, et que de toute façon, la psychiatrie, elle avait pas assez de sous pour contrôler tout. Du coup, est-ce que tu veux développer un petit peu ça? Oui, alors je pense qu'un outil de contrôle social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se retrouver en psychiatrie... Alors, je veux dire, c'est les hospitalisations sous contrainte, c'est très violent, et c'est des choses qui augmentent, en fait, paradoxalement. Il y a de plus en plus de personnes hospitalisées sous contrainte, alors qu'on a de moins en moins de lits. Ce qui veut dire que finalement, il y a de moins en moins de personnes qui sont hospitalisées librement, ce qui peut se comprendre vu l'état de la psychiatrie, en fait. Qui a envie d'aller dans les hôpitaux psychiatriques actuels où il y a énormément de contention, énormément de violence. Donc, c'est un outil de contrôle social dans le sens où, dans le public, les personnes qu'on va considérer comme dangereuses vont pouvoir être enfermées et droguées, en tout cas... Et ensuite, c'est un outil de normalisation, ça c'est sûr, et plutôt du côté du privé, des cliniques, des hospitalisations librement consenties, où en fait la souffrance des gens va leur être attribuée. Et donc on va dire, mais en fait pour aller mieux, il suffit que vous fassiez comme tout le monde.
et ça va. Enfin, il y a un truc dans l'individualisation de la souffrance et dans le refus de l'idée que ça a une cause externe, de dire, en fait, vous êtes dysfonctionnel, mais si on vous rend, si on vous rend à nouveau fonctionnel, ça ira mieux. Et en fait, le pire ou le mieux, c'est en partie vrai. Bien entendu, quand on se sent plus intégré à la société, ça va un peu moins mal. Et donc, c'est là où vraiment se pose la question du caractère pathologique. C'est-à-dire que, bien entendu, une fois qu'on a retrouvé une vie sociale, une vie amoureuse, dans une société qui nous impose ça, on a l'impression que ça va mieux. Et pourtant, c'est pas parce qu'avant on était malade, c'est juste qu'avant on se sentait exclu et marginalisé, et c'est un sentiment qui génère de la souffrance. Donc voilà. Et tu as dit que en établissement, on t'attribuait de la souffrance, tu veux dire par là que... C'est-à-dire qu'en fait, on dit la souffrance vient de votre maladie. Oui, ok, c'est-à-dire qu'en gros, vous souffrez parce que vous êtes malade, et donc voilà. Vous ne souffrez pas parce que vous vivez dans une société extrêmement violente, parce que vous avez une famille qui a été violente quand vous étiez enfant, parce que vous êtes ultra précaire. Non, vous souffrez parce que vous êtes en dépression. Oui, la précarité... c'est un problème, mais ça ne met pas les gens en dépression, c'est bien connu. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que je veux dire quand je dis on vous attribue la souffrance. Ok. Je me demandais si c'était pas une responsabilisation ou une culpabilisation en mode si tu te bouges, ça va aller mieux, quoi. In fine, c'est quand même un peu ça en fait. C'est-à-dire que non, vos conditions matérielles d'existence n'empêche pas votre bonheur. Ce qui entrave votre bonheur, c'est votre maladie qu'on peut guérir si vous y mettez du vôtre. Notamment si vous acceptez la médication et que vous acceptez de reconnaître que vous êtes malade. Ce qui est d'ailleurs une des choses qui est refusée par les mouvements anti-psy, c'est-à-dire de dire en fait non, on est traumatisé, on vit dans une société extrêmement violente, nous ne sommes pas malades et voilà. Donc, D'accord. Maintenant, on va écouter la chronique humour de Fanny. Je me suis cassé un bras hier. On m'a assommé, bâillonné, emmené de force à l'hôpital. On m'a opéré. Ils en ont profité pour me couper les cheveux parce que, je cite, elle en avait rudement besoin. Je me suis réveillée le lendemain avec un plâtre, une coupe au bol et un petit goût d'amertume dans la bouche. Mon médecin était psychiatre avant. Il n'avait pas l'habitude de demander l'avis des gens avant de prendre soin d'eux. En vrai, il n'y a qu'en psychiatrie qu'on impose des choses aux gens comme ça pour qu'ils aillent mieux. Personne ne verse des boîtes de chimiothérapie dans la bouche de son père qui a le cancer quand il dort. Personne ne ligote des gens dans leur lit sous prétexte qu'ils sont fatigués. Personne ne brûle des sacs Basic Fit des gens qui pensent encore que c'est stylé. Non, on aide les gens en leur demandant leur avis, en les conseillant. Tu ne devrais pas boire ce litre d'eau de Javel pure, c'est une mauvaise idée. En les informant. Est-ce que tu savais que te jeter du 8e étage brisera la totalité de tes os et tes espoirs d'avenir? Mais on ne leur impose pas comme une voiture qu'on emmènerait au garage. Et je tiens à rappeler aux votants RN que ça vaut pour les enfants, les animaux et même les migrants. Et surtout, on ne les force pas à se soigner quand on n'est pas absolument sûr que ce qu'on leur donne est une bonne solution pour eux. Parce que oui, on n'est pas encore sûr que bourrer les gens de médicaments, c'est la meilleure chose que puisse les aider. Si je vois un pote qui souffre d'une rupture, je ne me vois pas aller les faire boire des litres de vodka par petits shots pour oublier, en espérant que ce soit la bonne solution. Ce serait désastreux. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait aux patients avec des troubles psy. On expérimente. Mais d'ailleurs, Jamy, comment on définit un trouble psy? Sachant qu'il n'y a pas si longtemps, l'homosexualité était dedans. Alors, si avoir un trouble psy, c'est avoir des réactions qui ne sont pas normales pour un être humain, je pense qu'on pourrait faire rentrer pas mal de gens dedans. Comme par exemple mon père, qui refuse de marcher 500 mètres sans prendre sa voiture. Brigitte Macron, qui pense qu'insulter les gens qui lui ont donné le droit de vote, c'est marrant. Ou tout simplement les gens qui apprécient TPMP. Mais je sais ce que veut dire mes détracteurs, car oui, je connais bien mes détracteurs maintenant. Ils vont dire, mais la différence... Oui, ils ont cette voix. Mais la différence entre un trouble psy et ça, c'est que les personnes qui ont un trouble psy, elles souffrent. Alors si on se base sur la souffrance, on peut y intégrer les incels, qui souffrent tellement de leurs conditions de connards. On peut y mettre mon grand-père, qui souffre de voir le sol de son pays foulé par les Arabes qui payent sa retraite. On peut y mettre surtout toutes les personnes de mes commentaires qui vivent très mal que les femmes s'expriment. Alors j'ai proposé mes idées pour le prochain DSM. Et pour toutes les personnes qui disent tout simplement « Mais on peut pas arrêter la psychiatrie actuelle, on ferait quoi sinon ?» Bah on ferait autre chose, on ferait mieux. Quand on avait un téléphone fixe et qu'on pouvait pas bouger, on a inventé le portable et on a laissé tomber le fixe. Et vous appelez ça le progrès. Quand on veut changer la psychiatrie pour sortir la version 2.0, vous pensez que c'est impossible. L'iPhone 4800, oui. La psychiatrie 2, non.
Arrêtez d'être immobile au progrès social quand vous souhaitez tant le progrès technologique. Pour la police, pour la justice, pour la prison, pour tous ces systèmes, il est important de se rendre compte que pour l'instant, ça ne fonctionne pas assez bien et qu'il faut trouver autre chose. Et pour la psychiatrie, c'est pareil. Il ne faut pas arrêter d'apporter une aide à des gens qui souffrent, mais il faut essayer de le faire mieux qu'actuellement. Alors laissez-nous rêver à mieux, et à défaut de nous aider à le mettre en place, ne nous mettez pas des bâtons dans les roues. Merci. Merci Fanny pour la chronique. Et donc là, on va un peu s'approcher des propositions pour voir un petit peu autrement. Et quand on pense en fait à chaque fois, hein, c'est pas propre à la psychiatrie, mais à chaque fois qu'on qu'on critique quelque chose, on se dit ok, mais en fait, est-ce qu'il faudrait arrêter complètement ce truc-là alors que en fait ça aide ou voilà. Et donc là, nous, on s'était posé la question de est-ce qu'il faut arrêter le fonctionnement de la psychiatrie actuelle complètement, sachant que ça peut aider. Et tu m'avais dit, c'est un peu comme si on se demandait s'il faut arrêter complètement le fonctionnement du capitalisme, sachant qu'il aide à manger, à se déplacer, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Oui, non, mais c'est souvent ce qui est critiqué aux personnes qui sont abolitionnistes de la psychiatrie ou de la prison en disant mais on ferait quoi du coup on ferait mieux, on ferait autre chose, on ferait différemment. Oui, enfin pour moi il y a un truc de bien entendu qu'il faut complètement le changer. C'est pas parce que en ce moment on n'a rien de mieux que ça veut pas dire que du coup il faut garder. Enfin, je veux dire, à une époque, on amputait les gens quand il y avait des problèmes. Après, on a inventé de nouvelles choses pour faire mieux que voilà, pour soigner. Enfin, et du coup, il faut pas voir l'institution qu'on a actuelle comme quelque chose qu'il faut conserver parce qu'il pourrait rien avoir de plus pertinent, de plus bienveillant vis-à-vis des personnes. Donc oui, je pense que ça aide peu et à un prix assez élevé. Ouais, d'accord. Et d'un autre côté, par rapport à différentes choses que tu as pu dire jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il y a... Le problème, c'est aussi peut-être qu'il y a tout un espèce de package où il y a tout qui vient ensemble là, mais tu as quand même dit que potentiellement utiliser des médicaments, ça pouvait aider quand même dans certains cas, dans certaines utilisations, que tu invitais tes amis à aller voir un psychologue plutôt qu'un psychiatre. Enfin, du coup, c'est pas la psychiatrie, mais qu'il y a que en fait, l'idée derrière, c'était de se demander est-ce que tout est acheté ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans la manière dont c'est fait, dans le fait de ne pas se poser d'autres questions, etc. Enfin, est-ce que tout est acheté ou est-ce qu'il y a des trucs qui, fait différemment, dans un autre contexte, ça pourrait être utile, quoi. Oui, alors en fait, non, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que de fait, le problème, c'est que globalement, aujourd'hui, surtout cette année où la santé mentale était la grande cause nationale, on voit quand même qu'il y a ce truc de est-ce que peut-être vous regardez l'état de la société, enfin voilà, de la précarité, de la catastrophe écologique, de notre état politique, de l'absence de démocratie. Enfin voilà, je veux dire, à un moment, ça devient le cache-misère d'une société qui s'effondre et qui se délite, et du coup, on médicalise des désastres sociaux, en fait. Et à ce niveau-là, c'est très problématique. Après, individuellement, moi, je pense que les médicaments, ça peut aider. Mais après, c'est pas une solution à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à prescrire à vie. C'est-à-dire à prescrire à durée indéterminée. Mais qui, du coup, si structurellement rien ne bouge, le indéterminé risque de durer toute la vie. Et pareil pour un ou une psychologue. C'est-à-dire que c'est très bien, mais si à un moment, la vie aussi ne change pas, s'il n'y a pas des vraies modifications structurelles, systémiques, on risque de bouger. Et après, par rapport au fait d'aller voir des psychologues, je pense... Alors, c'est une position un peu personnelle, mais moi, je pense que c'est vraiment le rapport à la parole, c'est-à-dire pour exprimer le fait qu'on va pas bien et tout ça. Et de nouveau, le vrai problème, c'est qu'on est dans une société où on a de moins en moins de temps, où on est de plus en plus isolé, et donc, en fait, c'est des choses qu'on pourrait faire avec des proches si en fait, la société fonctionnait différemment et qu'on pouvait plus facilement communiquer, voir nos proches, avoir du temps pour gérer ça. Et aujourd'hui, on a un peu des soupapes de sécurité qui sont un rendez-vous psy par semaine. Donc c'est aussi, oui, il y a derrière une remise en cause de tout le système capitaliste, en fait, dans l'antipsychiatrie qui est tel que revendiqué par les survivantes de la psychiatrie. D'accord. Et un peu pareil, dans le même raisonnement, quand on essaye de voir un peu ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut garder, en gros, pour caricaturer,
Bon, je précise, tu as bien rappelé tout à l'heure que ça faisait partie des stéréotypes et des biais qu'on avait de considérer les personnes psychiatrisées comme des personnes dangereuses et que c'était vraiment surestimé, totalement exagéré ça. Mais est-ce que si ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient dangereuses pour leur entourage, et qui ne veulent pas aller chercher de l'aide, comment est-ce qu'on peut imaginer des choses qui en dehors du fonctionnement de la psychiatrie actuelle, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait de ces cas-là si on jette ça, en gros? Alors d'abord, ouais, je vais vraiment y revenir, c'est-à-dire qu'une personne dangereuse pour son entourage, c'est très très rarement une personne qui souffre de troubles psy. En fait, souvent le trouble psy, si elle en souffre, sera invoqué au moment voilà, d'un procès, s'il y en a, enfin voilà, c'est-à-dire en tout cas sera invoqué dans un second temps pour expliquer et justifier des comportements violents et inadmissibles. Et aujourd'hui, effectivement, je veux dire, c'est un truc qui commence à apparaître et qui, moi, me pose beaucoup de questions, c'est-à-dire la psychiatrisation ou la pathologisation des violeurs, qui sont en fait, c'est des personnes qui ont subi des traumas, qui ont vécu ça dans leur enfance. Et ça rejoint aussi la question de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce que justifie en fait le diagnostic comme comportement. Donc en fait, pour moi, je vois trois cas, c'est-à-dire soit la personne, on ne sait pas qu'elle souffre de troubles psy, et dans ce cas-là, juste la personne est dangereuse et violente vis-à-vis de son entourage, et on réagit, c'est-à-dire qu'on appelle des personnes, enfin voilà, je n'ai pas d'avis sur ça, mais il y a des numéros à appeler, et il ne faut pas pathologiser la question. Soit on sait que la personne souffrant d'un trouble psy, et je pense que c'est aussi des cas qui peuvent arriver, et dans ce cas-là, c'est très important en fait d'en parler avec elle, pour décider d'un plan d'action ensemble, de ok, si jamais tu as un épisode délirant, si jamais tu as une bouffée paranoïaque, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, est-ce que tu veux qu'on appelle des personnes, est-ce que tu veux qu'on... voilà, je pense que ça, c'est un truc qui est très important. Et ensuite, ce qui est malheureusement le cas qui est le plus fréquent, c'est-à-dire que souvent, le moment où on se pose la question de ce qu'on peut faire, c'est quand la personne se fait du mal à elle-même. Et ça, c'est la chose la plus fréquente, en fait, dans les personnes qui souffrent de troubles psy. Et c'est effectivement très désarmant quand la personne ne veut pas d'aide. Et en même temps, on est très inquiet. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un truc qui est reconnu. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de troubles psy sont dangereuses avant tout vis-à-vis d'elles-mêmes. Hein. Et là, pareil. Je pense que c'est des choses qu'il faut penser en amont. Une fois qu'on sait que la personne a ces tendances-là, et réfléchir avec ses amis, ses proches, voilà, de ok, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse dans ces moments-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose, voilà. Ouais. Eh ben, j'allais te demander s'il y avait une tendance à tout psychiatriser. Donc, on a dit que voilà, ça allait un petit peu ensemble, ces questions-là, effectivement, que de toute façon, à partir du moment où une personne est dangereuse, peut-être que la question, c'est pas est-ce qu'elle a un trouble psy ou pas, mais juste qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait ensemble surtout, quoi. Ouais, et enfin, en tout cas, pour la tendance à tout psychiatriser, c'est-à-dire que ça revient vraiment sur la question des archives et tout ça, et l'homosexualité, et les normes, c'est-à-dire que on va psychiatriser les gens qui vont être, effectivement, mettre leur vie en danger et tout ça. Les gens qui mettent en danger la vie des autres, notamment, tu mentionnais effectivement nos gouvernants, ou bref, mais les personnes racistes, les personnes xénophobes, ne sont pas du tout pathologisés. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que c'est un problème de détester des personnes qu'on n'a jamais croisées. Alors qu'on pourrait très bien considérer ça comme des formes de paranoïa. Et d'ailleurs, il y a des questions qui se posent sur est-ce que les complotistes ne sont pas finalement des paranoïaques qui s'ignorent. Et donc, c'est assez marrant de voir, en fait, quand la personne en souffre, oui, ça va mener, mais quand la personne fait souffrir d'autres personnes, là, on ne se pose pas de questions. Et je pense que le cas le plus remarquable de ça, c'est la personnalité borderline. En fait, c'est souvent des personnes en grande souffrance, et c'est en grande majorité des femmes ou des personnes de minorité sexuelle. Mais parce qu'on voit là aussi un reflet du patriarcat, c'est-à-dire que qui souffre en premier lieu ou qui va faire souffrir. Et en fait, les mecs violents ou possessifs et tout ça ne vont pas être pathologisés. Alors qu'effectivement, chez les minorités sexuelles, ça va être considéré comme pas normal, ça va du coup être renvoyé à la question de la folie et pathologisé in fine. Donc, voilà. Je pense qu'on psychiatrise pas tout, mais
justement, en psychiatrie, c'est tout ce qui relève des populations dominées structurellement. Ouais. Ouais, du coup, est-ce que ça rejoint pas un peu ce qu'on disait sur le côté normatif? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, à partir du moment où tu es dans la norme, t'es un mec viril ou je sais pas quoi, et ben du coup, ton comportement violent, ça c'est normal, donc tout va bien, Ouais. quoi. C'est exactement ça, ouais. Je pense que les personnes borderline, les femmes borderline, c'est souvent des personnes violentes, sauf que la violence, on nous l'enseigne pas quand on est assigné femme à la naissance, et donc il y a un truc de socialisation qui fait que elle est pas comprise, et donc on dit mais c'est n'importe quoi, on va t'interner parce que ce n'est pas possible. Alors qu'effectivement, chez un mec, c'est beaucoup plus admis et compris. Oui, surtout que j'imagine cette violence, elle peut aussi être une manière de se protéger, une réaction par rapport à tout ce qu'on peut vivre au quotidien ou même dans toute sa vie, et que sur le moment où ça ressort, on dit ah bah là toi t'es une personne violente, alors que en fait la personne elle s'est pris de la violence tout le reste de sa vie, et que le moment où ça ressort, et ben hop, on lui tombe dessus, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui ont subi des choses extrêmement dures. Et je pense que ce qui est aussi, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est par exemple, pour tous les troubles quasiment, il n'y a pas de, ils sont pas répartis de manière uniforme entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment un truc assez genré en psychiatrie. Et au lieu de se demander, est-ce que le patriarcat jouerait un rôle dans l'émergence des troubles, en fait, on a une recherche par certains scientifiques d'une racine biologique en fait à ces différences. Et par exemple, je pense aux addictions, aux troubles du comportement alimentaire. Les addictions sont un truc qui est beaucoup plus présent chez les hommes, et les troubles alimentaires chez les femmes. Et on se dit, en fait, peut-être que c'est lié aux chromosomes, aux hormones et tout ça. Et on oublie complètement qu'on vit dans une société patriarcale. Et c'est vrai que moi, c'est des choses qui me choquent énormément et qui rejoignent vraiment un truc de ce n'est pas comme une maladie physique. C'est-à-dire que c'est des maladies qui sont inscrites dans des environnements sociaux et qu'il faut aussi prendre en compte. Avant de se concentrer pleinement sur les propositions, les alternatives, à imaginer une autre manière de faire, on va écouter la chronique littéraire de Justine. La psychiatrie, c'est typiquement le sujet sur lequel on ne sait jamais vraiment quoi en penser. On se demande à quel point elle façonne notre société, nos normes, nos relations. Et pourtant, malgré son influence immense, on en parle souvent à partir d'idées reçues, de peurs et d'images culturelles. Bref, on manque d'éléments, alors on se contente d'étaler nos représentations. C'est précisément là que le livre À la folie de Joyce Orman devient essentiel. Pendant 1 an, l'autrice a vécu au cœur d'un hôpital psychiatrique. Elle est allée écouter celles et ceux qu'on dit fous, et celles et ceux qui les soignent. Elle a recueilli des paroles, des gestes, des instants de vie, sans filtre. Et au fil de ces rencontres, elle interroge nos croyances. Qu'est-ce que soigner ? Qu'est-ce que normaliser ? Où commence la folie et où commence la violence institutionnelle ? Sorman plonge dans des parcours marqués par la souffrance, mais aussi dans les failles d'un système. La surcharge des soignants, le manque de moyens et les dérives d'une institution qui finit parfois par contenir plus que par soigner. Son livre n'est pas un réquisitoire, mais un miroir. Il montre ce que nous ne voulons pas toujours voir et questionne le pouvoir de l'institution sur les corps et sur les vies. Pour illustrer, je vais vous lire un passage du livre. Barnabé m'explique qu'abandonner la gestion des lits à la main de l'administration et de ses logiciels, plutôt qu'à celle des médecins avec des yeux et des oreilles, a des effets pernicieux. Le lit administratif, c'est-à-dire le lit initial du patient admis provisoirement en isolement, est réutilisé par le service d'admission comme un nouveau lit supplémentaire, aussitôt donné à un nouvel arrivant. Le premier patient perd ainsi son lit et n'a d'autre choix que de rester en ISO, au-delà du temps nécessaire en attendant qu'une place se libère de nouveau. Partout en France, la pénurie produit ces mêmes effets pervers. Alors qu'au pavillon 4B, la chambre d'isolement tourne à plein régime dans le service mitoyen, Eva, psychiatre récemment nommée, tente de lutter contre les mauvaises pratiques. Les patients agités, on les pique, on les met en ISO, et seulement après on parle. Mais plus personne n'est en état de parler, c'est contre-productif et dangereux. Barnabé l'a dit à propos de Bilal. L'isolement crée l'angoisse et la violence qu'il entend combattre. Il ajoute qu'un soignant devrait se tenir en permanence avec le patient à l'intérieur de la chambre ou juste à côté. À portée de main, de cris, mais plus souvent, on enferme et on s'en va, on enferme et on abandonne.
En ISO, j'ai vu des fous tourner plus fous encore, des suicidaires se suicider, des agités devenir des bêtes. La chambre d'ISO est comme un trou noir planté au milieu du service. Les patients tournent autour avec méfiance. Elle incarne l'autorité absolue du médecin sur leur vie. Tout le monde en a peur. Ce passage résume bien ce que commande Sorman. Une psychiatrie qui manque de moyens, qui manque de temps, et qui finit parfois par remplacer le soin par le contrôle. Les soignants ne sont pas mis en accusation, au contraire. Ils apparaissent souvent débordés, fragilisés, empêchés de faire réellement leur travail. L'institution les dépasse, les broie presque autant que les patients. Et c'est là que la critique antipsychiatrique trouve sa résonance. Comment soigner quelqu'un dans un lieu qui lui fait peur? Comment aider à reconstruire lorsque les seules réponses disponibles sont la contention, la sédation et l'isolement? Sorman ne donne pas de solution, mais elle oblige à regarder, à écouter et à comprendre. Lire à la folie, c'est donc accepter d'entrer dans un espace que la société cache. C'est comprendre que derrière les mots fous ou malades, il y a d'abord des personnes, des vies, des histoires qu'on n'entend jamais. Et peut-être que la force du livre tient justement là. En redonnant leur voix à celles et ceux qu'on enferme, Sorman fait vaciller nos certitudes et nous oblige à réévaluer ce que nous croyons savoir de la folie. Merci Justine. Alice, que tu veux réagir sur Chronique ou pas? Oui, juste un petit truc auquel en fait, dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Et sur la question de l'antipsychiatrie, justement, du manque de moyens. En fait, c'est assez pervers, c'est-à-dire que l'antipsychiatrie ne demande pas plus de moyens à la psychiatrie, parce que, en fait, c'est une institution dont elle veut voir la disparition. Et évidemment que le fait qu'il y ait moins de moyens en psychiatrie, c'est un truc qui se répercute de manière ultra violente chez les personnes psychiatrisées. Donc, je pense que c'est un point qui est essentiel à souligner, c'est-à-dire que on veut surtout pas une baisse de moyens quand il n'y a pas d'alternative. Ok, ouais, merci. Et donc dans le temps qui nous reste, vu que dans cette saison, on a essayé de pas juste parler de ce qui va pas et des conséquences, mais aussi de réfléchir à comment on pourrait faire autrement et à découvrir aussi ce qui existe déjà comme alternative. Donc là, on va plus parler vraiment de l'antipsychiatrie. Quand on entend le mot, on comprend qu'il y a une critique du système. Mais est-ce que c'est juste une critique ou est-ce que c'est une manière de voir les choses différentes? Et est-ce que ça va avec des propositions d'alternatives concrètes? Alors oui. Du côté des psychiatres, on a eu la psychothérapie institutionnelle, qui a été une branche de la psychiatrie dans les années 60-70, qui était très horizontale, plus horizontale en tout cas que ce qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est-à-dire que les soignants et les patients se mélangeaient beaucoup plus, enfin les soignés d'ailleurs, les soignantes et les soignés, que même dans le staff, il y avait beaucoup moins de hiérarchie. Aujourd'hui, quand on rentre, il y a les ASH, les infirmiers et les psychiatres, et c'est très très hiérarchisé. Et qui aussi considérait qu'il fallait soigner d'abord l'institution pour soigner les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, ils se concentraient beaucoup plus sur comment on vit ensemble plutôt que comment on soigne la personne individuellement. Donc il y avait une désindividualisation du problème et de la souffrance qui est à mon avis assez porteur. Ensuite, aujourd'hui, plutôt du côté du coup des survivantes, des survivants et des survivantes de la psychiatrie, ce qui est promu, c'est beaucoup la question de la père-aidance. Alors, pas nécessairement dans sa version institutionnalisée où les pères aidantes sont souvent juste utilisés par les institutions pour faire des tâches, sont très mal rémunérés et sont, pour les personnes que j'ai connues qui ont dû le faire, ça a été des vraies souffrances parce qu'en fait, on doit obéir aux ordres des médecins et on est considéré comme des sous-aides-soignants. Parce que voilà. Parce que du coup, tu peux préciser, la père-aidance, c'est le fait que l'accompagnement s'appuie sur des personnes qui sont aussi concernées, c'est ça? C'est ça, oui, pardon, c'est vrai que je n'avais pas mentionné. C'est qu'en fait, on s'aide entre pairs, donc entre personnes qui ont vécu des choses similaires. Voilà. Et aujourd'hui, il y a, par exemple, moi j'ai dit au départ que je faisais partie d'un groupe d'entraide mutuelle. Donc ça, c'est un truc qui a été fondé par une loi en 2005, il me semble, et qui sont des groupes d'entraide qui doivent être adoubés par une institution psychiatrique, mais malgré tout, où on fonctionne entre pairs. Il n'y a que des adhérentes et des adhérents, où on choisit ensemble, et où on fait ce qu'on veut, et c'est des lieux qui sont... rencontrer des personnes qui vivent la même chose que soi, c'est, je pense, l'une des choses, moi, qui m'a le plus aidé et qui aide énormément.
même vis-à-vis des médicaments. C'est-à-dire que les psychiatres n'ont jamais testé les médicaments. Les personnes que l'on rencontre les ont testés, et moi je sais qu'aujourd'hui je demande toujours d'abord à mes proches, ok, qu'est-ce que vous en avez pensé, plutôt que de faire confiance à l'avis du psychiatre. C'est aussi des personnes qui ont beaucoup de ressources, qui sont passées par là. Donc il y a un vrai truc autour de l'autosupport que moi je pense hyper porteur. Je sais qu'à Marseille, ils ont ouvert aussi un lieu de répit, qui est un truc qui est non médicalisé, mais qui effectivement, quand on est en détresse psychique, qui peut être des lieux où on va sur des périodes beaucoup plus temporaires. J'encourage aussi tout le monde à lire le livre qui a été traduit de manière complètement anarchiste de Judy Chamberlain, donc On Our Own en anglais, donc par nous-mêmes, je pense qu'on pourrait traduire, qui est traduit sur le site Comme des fous, qui offre par ailleurs plein de ressources sur comment arrêter un traitement médicamenteux sans prendre de risques, sur des témoignages et tout ça. Et ce livre témoigne de plusieurs expériences de lieux de soins aux États-Unis et au Canada qui sont gérés par les personnes elles-mêmes et qui peuvent accueillir pour 3-6 mois sans psychiatre. Alors il y a des personnes qui consomment. Il y a des personnes qui voient des psychiatres à l'extérieur pour avoir des médicaments et tout ça, mais dans le lieu, c'est pas médicalisé et c'est hyper. Enfin, moi, ce livre m'a vraiment marqué. C'est-à-dire de dire, en fait, il y a d'autres possibles que ces personnes en blouse blanche qui se baladent. Et à Toulouse, il y a par exemple, je sais, à l'Impasse, donc un lieu, des brunchs de santé mentale pour les personnes concernées tous les mois qui sont organisés. Et ensuite, moi, ce que je voudrais rappeler, qui est très peu rappelé, enfin moi je l'ai appris très tard, c'est quand on souffre d'un trouble psy qui est invalidant au sens où on n'est pas en capacité de travailler, on peut demander l'AH. Enfin, c'est un handicap, le handicap psy, et l'AH est une aide qui peut être essentielle pour se reconstruire. C'est-à-dire que quand on vit trop dans la précarité, malgré ce que pensent les psychiatres, c'est pas possible d'aller mieux, en fait. Et l'AH, c'est une manière de pouvoir vivre en dehors des impératifs du travail pendant un certain temps, voilà. Et je pense que ça, c'est essentiel pour que les personnes le sachent, parce qu'il y a une sorte de honte de dire « mais moi, je suis pas vraiment handicapé ». Je pense que cette honte devrait être levée, quoi. L'AH, du coup, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est ça, pardon, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent vraiment aider, ou en tout cas soulager d'un poids, la question de comment je me nourris et tout ça. Ok. Et donc, dans les groupes d'entraide mutuelle dont tu parlais, il y a pas de personnel médical, c'est vraiment entre personnes concernées, quoi. C'est ça, c'est vraiment entre personnes concernées. Il y a des réunions, il y a des activités, on décide de faire des choses ensemble. Après, tous les groupes d'entraide mutuelle sont très différents. C'est pour ça que moi, j'en connais 2. Mais je sais qu'il y en a qui vont se revendiquer beaucoup plus anti-psychiatrie, d'autres moins. Il y en a où il va y avoir quand même certains critères d'entrée, c'est-à-dire soit être en soins, enfin voir un psychiatre, soit pas du tout. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que donc, la plupart ne demandent quand même pas d'avoir une étiquette diagnostique. Et donc, on peut se retrouver avec des personnes qui sont juste en souffrance sociale, désocialisées et tout ça. Et ça remonte, pour moi, ça renvoie vraiment à quand j'ai dit que la naissance de la psychiatrie, c'était Pinel qui séparait les vagabonds des fous. En fait, on se retrouve finalement aujourd'hui dans les gemmes avec les deux parce que la différence n'est pas si énorme. C'est-à-dire c'est des gens qui souffrent, qui ne fonctionnent pas comme la société le voudrait et qui du coup ont beaucoup de temps dans la journée parce qu'ils n'ont pas un travail en 35 heures et qui font des choses ensemble. Et ça aide énormément. Donc ouais, voilà. Ok. Mais en fait, ce que j'allais te demander, c'est si on n'a pas cette étiquette du diagnostic, comment on fait pour se retrouver entre personnes qui vivent à peu près les mêmes choses et du coup, en fait, pas forcément, quoi. C'est oui, en fait, qui vivent à peu près les mêmes choses. On se rend compte qu'on vit souvent à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire, en fait, on se retrouve avec des gens qui ne travaillent pas souvent parce que ça a lieu la journée et après qui ont souvent subi des choses difficiles dans leur vie. Et c'est ça qui fait le lien, c'est pas le diagnostic. Donc voilà, moi je sais que dans mon groupe d'entraide mutuelle, ça avait beaucoup la question de la famille, des hospitalisations qu'on a pu subir. Enfin, c'est là où je rejoins des sentiments de navigation dans le monde qui sont très compliqués. Et on n'a pas besoin d'avoir vécu exactement la même chose que les personnes pour se retrouver. Ok.
Et dans ta réponse, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que souvent quand on quand on demande des alternatives concrètes, on parle de choses soit qui sont en expérimentation ou qui sont dans le futur. Et la psychothérapie institutionnelle, tu m'as dit que c'était quelque chose des années 70 ou 80, c'est ça? Et en fait, est-ce qu'on a abandonné ça ou est-ce que ça a été elle-même critiquée et du coup on se tourne vers d'autres choses ou... Alors, en fait, on n'a pas... Enfin, oui, on a abandonné l'idée d'en faire un projet de soins. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques lieux de psychothérapie institutionnelle. Il doit y avoir la Borde. En fait, il y a la Borde, c'est sûr, c'est un hôpital qui est d'ailleurs pas loin de Toulouse. Et il y en a 3 ou 4, je pense, en France. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est quand même des lieux qui sont relativement anarchistes, très inspirés quand même par la psychanalyse, par certains biais. Et en gros, dans les années 80, il y a eu un bah non, en fait, on est des hôpitaux médicaux, on va évaluer à l'acte, c'est n'importe quoi votre truc où les psychiatres peuvent s'occuper de nettoyer les toilettes. Enfin, il y avait un truc de. Ça ne cochait pas du tout les cases de ce que veut l'administration contemporaine en termes de psychiatrie. Donc il en reste quelques-uns, survivance, mais c'est-à-dire que c'était contre la surscientifisation aujourd'hui des troubles mentaux. Les gens, c'est vraiment, ils étaient très dans le dialogue, dans la vie ensemble. Aujourd'hui, on est dans une individualisation des soins. Enfin, c'est ce que l'extrait de Joyce Orman le montrait bien. C'est-à-dire, quand un lit est vidé, il en faut un autre. On n'est pas du tout dans une logique de qui fait le petit-déj, on fait le petit-déj ensemble. Voilà. Ok, donc c'est pas lié au fait que c'était pas une solution appropriée ou une alternative appropriée, c'est plutôt que c'est pas compatible avec le modèle sociétal, quoi. C'est ça, c'est Ok. c'est pas du tout compatible avec le néolibéralisme. Après, effectivement, moi je pense que la grande question, c'est que c'était quand même, il y avait la distinction entre les psychiatres et les soignés. Qui finalement n'est peut-être pas nécessaire, et d'ailleurs je pense qu'on sent qu'en fait il y avait un vrai potentiel de dire en fait il faut juste des lieux où on apprend à vivre ensemble. D'accord. Et j'ai entendu parler aussi de psychoéducation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans des choses un peu alternatives ou est-ce qu'au contraire c'est juste un outil de la psychiatrie actuelle Alors la psychoéducation, c'est éduquer les gens. Moi je l'ai entendu dans un contexte où c'est souvent une fois que la personne a un diagnostic, lui donner des ressources pour mieux comprendre le trouble. Moi j'en ai pas trop entendu parler, mais c'est vrai qu'en fait c'est globalement pour moi ce que l'on vit quand on discute avec des pairs. C'est-à-dire qu'on apprend les ressources, les tips, comment faire, voilà, on partage des conseils. Et il y a une forme d'autonomie qui se crée et d'autonomie collective. C'est ça que je trouve très fort en fait dans l'idée de la pérédance, qui est moins dans... Enfin, c'est des ressources qui sont partagées par des gens qui les ont vécues. Et je sais qu'à Paris, il y a la Maison Perchée, voilà, qui a été créée aussi, qui est assez adoubée, on va dire, par l'État, et qui voilà, fait des groupes de pérédance. Moi, je pense que la psychoéducation de ce que tu me dis, ce serait très intéressant pour l'entourage. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un trouble, c'est-à-dire d'envoyer l'entourage comprendre. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui le font, mais il y en a aussi énormément qui ne le font pas. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment dommageable. Ok. Et souvent, quand on essaye d'imaginer autre chose, parfois on se pose la question de est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres sociétés ou qui ont un rapport différent à tout ça et qui pourraient nous inspirer pour des alternatives. Alors là j'ai cité Judy Chamberlain du coup, qui aux États-Unis et au Canada il y a après c'est des traditions très différentes, donc en fait c'est beaucoup plus libéral, donc c'est moins étatique de toute façon le soin, donc il y a des choses qui existent. Après il y a eu une tendance forcément à aller voir du côté des sociétés ou des cultures où par exemple entendre des voix ce n'était pas pathologisé mais considéré comme un truc différent, et on a tout un courant de psychiatrie d'ethnopsychiatrie notamment menée par Toby Nathan, qui sont des choses qui montrent bien que les troubles psychiques n'ont rien d'universel et qui sont culturellement ancrés, et qui en même temps posent la question de est-ce qu'on peut récupérer leurs solutions. Enfin, c'est-à-dire que autant ça montre bien que universaliser
imposer une sorte d'universalisme psychiatrique, c'est dangereux. En revanche, il y a un risque de se dire, en fait, on ne va pas considérer les personnes qui entendent des voix dans notre société contemporaine occidentale comme des chamans. Enfin, donc dans ces pays-là, la folie, enfin ce qu'on considère comme la folie ou les troubles psy, sont compris de manière très différente et sont gérés, enfin étaient en tout cas, maintenant je pense qu'il y a une vraie emprise de la psychiatrie américaine sur l'ensemble du monde. Mais ce que ça révèle surtout, c'est que c'était géré au niveau collectif et pas dans des institutions, et que donc la folie peut être gérée en faisant lien et pas en enfermant toutes les personnes dans un lieu clos. Donc voilà. Oui. Et donc par rapport aux alternatives dont tu as parlé, si on essaye de le mettre un peu en perspective, est-ce que c'est des choses qui sont bien implantées un petit peu partout? Est-ce que c'est des choses qui sont un peu marginales, qui sont expérimentales, ou comment on en est par rapport à ça actuellement? On est dans un entre-deux, je pense. Le problème, c'est qu'on est dans un entre-deux où on ne sait pas dans quelle direction ça va. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le problème. Moi, les groupes d'entraînement mutuel, j'en ai entendu parler très très tard. Et en fait, il y en a plus de... Enfin, à Toulouse, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Il y en a plus d'une centaine, ou je ne sais plus exactement sur le territoire. Alors, c'est effectivement des trucs qui n'existent que dans les grandes villes, ce qui est un problème. La hache, pareil, c'est très bien, mais voilà, je pense que comme beaucoup des aides sociales, voilà, combien de temps ça va durer. Je pense que l'autosupport, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à se répandre, notamment parce que, alors c'est assez amusant, c'est-à-dire que c'est un truc qui est très présent dans les communautés queer, et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très lié, c'est-à-dire cette entraide et cette méfiance qui reste dans les communautés queer à l'égard de la psychiatrie, qui fait que c'est aussi des lieux où on expérimente d'autres choses. Et alors les lieux de répit comme à Marseille, en fait, donc moi sur ma thèse, je me suis beaucoup concentrée sur la dictologie et la toxicomanie, et je pense que c'est un lieu qui est un peu en avance par rapport au reste de la psychiatrie, parce que les toxicomanes ou les personnes usagères de drogue sont moins considérées, enfin leur folie est moins stigmatisée peut-être, et que les addictologues ont souvent, il y a beaucoup plus de pères aidants, c'est beaucoup plus ancré, enfin il y avait les alcooliques anonymes et tout ça, et c'est vrai que pour le coup il y a des lieux comme les Carudes qui sont des centres d'accueil où on peut aller chercher du matériel stérile, et qui sont des lieux d'accueil où il y a du café, et qui montrent qu'ils sont beaucoup moins médicalisés. Et voilà, donc le problème, c'est que voilà, je vais pas être trop optimiste vu le budget de la Sécu qui est en train d'être voté, mais il y a vraiment, c'est plutôt bien implanté. En fait, il faut aller chercher. Mais une fois qu'on découvre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ressources. Là, la Mad Pride qui a eu lieu cette année, dans 4 ou 5 villes, je crois quand même, ça a réuni énormément de personnes. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais une fois qu'on rentre dedans, on se rend compte que c'est un réseau qui est quand même assez présent et vivant. Ok. Et pour les personnes qui voudraient chercher ça, du coup, les mots-clés, en gros, c'est de chercher un groupe d'entraide mutuelle, de l'autosupport, c'est ça? Oui, moi je conseille complètement ça. C'est-à-dire qu'en fonction de sa ville, aller voir ce qui existe comme groupe d'entraide mutuelle, et puis se renseigner effectivement sur... même sur les groupes par rapport à son trouble précis. Par exemple, il y a l'association des entendeurs de voix au niveau international, mais du coup, qui a une branche en France. Et ça, c'est des associations qui peuvent être hyper porteuses pour les personnes qui ont toujours vécu leur voix comme un truc pathologique, dangereux, qu'il fallait éradiquer, de rencontrer des gens qui disent bah non, tu peux apprendre à vivre avec, en fait c'est pas grave, et c'est pas grave et c'est bien même, c'est une mode d'être. Oui, à se renseigner en fait en dehors de la sphère psychiatrique sur les personnes qui ont vécu ça, et je pense que c'est une bonne idée. Ok. Et si on veut aller un cran au-dessus, et si jamais par exemple il y a quelqu'un qui est dans une ville où il n'y a pas ça, est-ce que tu penses que ça peut être facile à mettre en place? Est-ce qu'il y a des ressources, des associations ou des collectifs qui proposent je sais pas, une espèce de méthodologie pour un peu communiquer dessus, attirer du monde et puis faire son propre cercle autour de soi? Parce que finalement, de ce que j'imagine,
ça demande pas forcément énormément de moyens du coup de se retrouver entre personnes, et du coup peut-être que ça peut se répandre facilement. Oui, oui, tout à fait. Là, je citais tout à l'heure les brunchs de la santé mentale à Toulouse. Ils ont clairement récupéré, ils ont allé demander à un lieu associatif de Toulouse s'ils pouvaient prendre l'espace, avoir le lieu un après-midi par mois pour faire ça. Et après, il faut diffuser sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est dans une société où c'est assez simple. Il y a des sites qui répertorient ça. Je parlais de Comme des Fous tout à l'heure, qui est vraiment un site. Je crois que c'est un site belge, je sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de ressources. Et c'est pas très compliqué. Il faut juste effectivement connaître un peu les lieux associatifs. En général, les lieux associatifs sont pas fermés à ce genre de choses. Et après, savoir communiquer. Savoir faire de la communication, ça faut pas être trop mauvais. Mais voilà, si on sait faire ça, ça peut se lancer assez facilement. Ok, très bien. Donc là, puisqu'on est en train d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire autrement, nous, on a essayé d'imaginer qu'on se libérait de ces étiquettes de troubles psy et de diagnostics, etc. et des pratiques aussi liées à la psychiatrie, pour juste considérer les personnes comme elles sont, et puis de s'intéresser plutôt aux actes et aux comportements plutôt que d'essayer d'étiqueter des personnes. Et du coup, ça nous a posé des questions. On s'est demandé, est-ce qu'on peut vraiment se passer totalement de la notion de trouble ? Est-ce que, parce qu'on pourrait se dire, on peut voir ça comme juste des manières différentes de fonctionner, et tant que la personne ne souffre pas, fait souffrir personne, en fait, c'est juste, on est tous différents, différentes, et du coup, est-ce que c'est... Si on voit les choses comme ça, est-ce que tu vois un intérêt à garder la notion de trouble ? Est-ce que tu vois des limites à cette manière de voir ou... Non, je pense que je suis assez d'accord avec vous sur l'idée qu'effectivement la notion de trouble, et encore plus celle de diagnostic, alors ça peut aider, comme je disais tout à l'heure, pour se repérer, pour connaître des personnes qui ont vécu la même chose et tout ça. Mais moi, c'est vrai que de par mes recherches, je garde plutôt la notion de symptôme, c'est-à-dire que le symptôme, c'est quand il y a une manière de fonctionner qui fait souffrir. Et voilà. Et je veux dire, effectivement, après, on peut fonctionner très différemment. Quand un fonctionnement fait souffrance et qu'on considère ça comme un symptôme, là, il faut chercher pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'enferme là-dedans ? Mais c'est pas un truc totalisant, justement, qui vient envahir toute la personne. Un symptôme, on voit quand même que c'est beaucoup plus localisé. C'est-à-dire que ça vient pas affecter l'ensemble de la personnalité, justement, de l'individu. Ça vient pas l'enfermer dans une case. C'est juste un élément de ses journées, de son quotidien qui fait souffrance, et où il faut creuser pourquoi. Et oui, après on a qu'on ait des fonctionnements très différents, et je pense que c'est pour ça que là où les diagnostics évacuent complètement la question de l'origine, je pense que moi, ce que je voudrais remettre à jour, c'est que la plupart des personnes qui souffrent de troubles psy, si ce n'est la totalité, c'est des personnes qui ont subi des traumas dans le sens large du terme, c'est-à-dire que en tout cas il y a quelque chose qui a fait obstacle dans leur enfance, qui a fait vraiment souffrance, et qui du coup fait qu'à l'âge adulte, en grandissant, c'est compliqué. Il y a des difficultés, et à revenir à ça et en fait dire, mais en fait oui, si moi j'avais vécu ça, moi aussi ce serait difficile, et c'est pas une différence radicale en fait. Et voilà. Ça peut peut-être être intéressant de creuser un peu, parce que tu as dit trauma au sens large, et du coup je pense à des personnes qui peuvent peut-être s'imaginer qu'un trauma au sens qui est forcément vraiment un événement hyper marquant et tout ça, mais j'imagine que c'est aussi un climat familial, ou des rejets, des abandons, plein de choses, quoi. C'est exactement ça. Oui, c'est pour ça que je dis trauma au Ouais. sens large, parce qu'on a tendance souvent à se dire, non mais moi j'ai pas subi de trauma, parce qu'on se dit, j'ai pas vécu en guerre, j'ai pas subi un viol, j'ai pas subi... voilà. Mais en fait non, ce qui fait traumatisme, c'est vraiment un truc qui peut durer sur des années, qui peut être juste effectivement de l'indifférence des parents, de la violence à l'école, un sentiment d'échec, plein de choses qui juste viennent affecter suffisamment pour que à l'âge adulte il y ait un symptôme qui empêche en fait d'aller mieux, parce qu'on n'a pas parce qu'on n'a jamais été apaisé en fait avec ce qui s'était passé, et qu'on souvent n'a jamais mis les mots dessus et tout ça. Mais oui, c'est pour ça que souvent le trauma, on a tendance à le voir très précisément sur un événement, alors que pour beaucoup de personnes ça se passe plutôt sur plusieurs années. Surtout qu'en plus
je suppose que c'est dans le DSM, mais il y a aussi le trouble Du stress post-traumatique. stress post-traumatique, voilà, et c'est quelque chose, c'est encore autre chose, quoi. Oui, et ce qui est d'ailleurs un truc qui, moi, me pose énormément de questions. C'est-à-dire que le trouble du stress post-traumatique, c'est un truc qui a été amené après les vétérans du Vietnam, donc c'est-à-dire des gens qui avaient balancé du napalm sur les gens. Ils revenaient, on disait « Ah, vous souffrez de trouble de stress post-traumatique ». Et après ça, en fait, ça a été récupéré. Les féministes sont arrivés en disant bah, nous aussi, en fait, les femmes qui ont subi des viols souffrent de stress post-traumatique. Donc on se retrouvait avec vraiment des gens très différents, c'est-à-dire des vétérans du Vietnam, femmes violées, qui souffraient, en fait, et là, on avait une cause. C'était intéressant parce que c'est le seul trouble où on a une cause. C'est-à-dire que là, en fait, la cause, c'est le trauma. Et les symptômes, pour le coup, c'est des symptômes qu'on retrouve partout. C'est-à-dire qu'on va retrouver de la dépression, de l'anxiété. Donc, je ne comprends... Après, le DSM est vraiment un manuel qui est critiqué, mais par tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'a aucun sens en termes de taxonomie, en termes nosologiques. Mais effectivement, si on considère que le trauma est toujours à l'origine d'un trouble, le stress post-traumatique, c'est juste une expression, en fait. Mais en fait, voilà. Donc, le DSM, c'est tout un poème. Et donc là, on a réfléchi à un peu des alternatives du côté des personnes concernées, mais comme on l'a dit à de nombreuses reprises là depuis qu'on discute, il faut dézoomer et puis voir aussi dans le contexte social dans lequel on est, la société, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà expérimentées ou mises en place, des programmes ou je ne sais quoi, pour aussi améliorer le reste, l'environnement, quoi. Nous, on a pensé par exemple pour arrêter limiter tous ces biais, les discriminations envers des personnes qui ont des troubles psy. Est-ce que tu connais des choses Pas trop. En fait, le vrai problème, c'est que les personnes pas concernées ne se renseignent pas sur le sujet. Et donc, j'encouragerais les personnes qui ne sont pas concernées à se renseigner et à se renseigner non pas sur ce que disent les psychiatres, mais vraiment aller voir ces ressources écrites par les personnes. Et ensuite, je pense que une avancée, ce serait que soit moins tabou. On a tous dans notre entourage des gens qui en souffrent, en fait. Et on les stigmatise pas, et donc il y a un truc, c'est très étrange qu'au niveau social ce soit stigmatisé et qu'au niveau interpersonnel on y arrive de mieux en mieux. Après, je sais pas s'il y a un gap générationnel, c'est possible aussi, mais donc c'est vrai que j'ai pas de conseils à part de quand on a une personne qui nous dit qu'elle souffre d'un trouble psychique, c'est lui demander soit si elle veut en parler. Donc si elle ne veut pas, faire comme si c'était normal. Mais si elle veut en parler, ouvrir la porte. Enfin, c'est pas forcément un tabou. Et justement, quand il y a un diagnostic, souvent, du coup, on arrive avec tous nos préjugés de ce qu'on pense que le diagnostic est. Et en fait, quand la personne parle précisément de ce qu'elle vit, ça permet aussi de comprendre toutes les nuances et en fait de le rapprocher de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais le risque de minimisation, mais il y a pour le coup vraiment un truc de on comprend. Parce que voilà, quand on dit qu'une dépression c'est pareil qu'un deuil, sauf qu'effectivement la dépression il y a quelque chose qui parfois ne peut pas être compris, on ne comprend pas pourquoi on est dans cet état-là, là où le deuil on comprend très bien. Mais en revanche les ressentis vont être pareils, l'incapacité à se lever, et en fait c'est en partageant parfois qu'on se rend compte que moi j'ai des amis qui n'ont aucun diagnostic, on vit les mêmes choses. Et c'est très drôle, c'est très drôle, c'est pas très drôle, non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est des émotions qui sont vécues par tout le monde, c'est des souffrances qui sont vécues par tout le monde, et je pense que ça, c'est important, c'est-à-dire que le fait d'avoir vu un psychiatre parce qu'à un moment, ce n'était pas possible, ça veut pas dire qu'il y a un basculement dans une altérité complètement autre qui fait que la personne vit quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ok, merci. Du coup, on va conclure. Avant de conclure, est-ce que tu veux, je sais pas, inviter à aller voir des ressources, ou est-ce que y a un événement dont tu veux parler qui va venir, ou une actualité, quelque chose? Alors oui, j'encouragerais tout le monde à lire On Our Own de Judy Chamberlain. Je pense que c'est vraiment un livre, c'est très court, hein, ça fait genre 80 pages, je crois. Et ensuite, je voulais juste mentionner effectivement cette année la première Mad Pride du coup autonome qui a été créée, qui a eu lieu en France et qui a été vraiment mise en place en moins
d'1 an. Et je trouve que ça, c'est vraiment une force parce que du coup, c'est les personnes elles-mêmes qui ont créé cet événement et qui montrent qu'effectivement, on est complètement capable de faire des choses sans soignante. Et voilà. Ok, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.